bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices, c'est Cyrus et on se retrouve pour le 66e épisode de notre podcast hebdomadaire sur l'actualité footballistique européenne. Et pour discuter de ce qui s'est passé dans la zone Europe cette semaine, je serai accompagné de nos fidèles contributeurs que sont Jeff, Bonsoir à tout le monde. Alexis, Bonsoir. Grégory nous rejoindra d'ici peu pour nous parler de ce qui s'est passé au Portugal. Camille étant en déplacement, ne sera pas là, mais il vous passe le bonjour. Il revient bien sûr très prochainement, il est juste en vacances, en train de profiter de l'ère états-unien. Peut-être qu'il est parti voir de la MLS, il vous le dira, mais en tout cas, il sera de retour très prochainement parmi nous. Et donc, dans un premier temps, on parlera donc de ce qui s'est passé au niveau de la zone Italie. Avant de parler de ce qui s'est passé en Serie A, parlons un peu de ce qui s'est passé en Europe, que ce soit l'Inter, le Milan AC, Bologne et la Juve. Alors, au niveau de Bologne, ça a été, parce que c'est l'équipe entre parenthèses surprise de l'année dernière, du moins, ça a été une entrée en matière assez, je vais pas dire assez compliqué, mais c'est un beau résultat, je trouve. Un beau résultat de faire match nul contre le Shakhtar. Shakhtar, une équipe, bien évidemment, rompue aux joutes européennes. Hein, on connaît Shakhtar, ça joue très régulièrement la Ligue des Champions, donc c'est pas une équipe novice à ce niveau-là. Et non, c'est bien. C'est un beau résultat que fait Bologne, en sachant que euh, Shakhtar a très tôt dans le match raté également un penalty. Mais Bologne s'est bien battu. Bologne a fait avec ses armes. Peu de tirs cadrés sur ce match-là, beaucoup de ratés. On peut le comprendre. Peut-être la première un peu difficile de Bologne, mais en tout cas, c'était un match intéressant. Intéressant de Bologne. À voir ce que ça va donner dans les prochains matchs. Hein. Son prochain match, par contre, sera contre Liverpool. Ce sera beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, c'était une entrée en matière intéressante de la part de Bologne. Du côté de la Juve, ça a été un très beau match. Franchement, un très beau match de foot que nous a proposé la Juve dans son entrée en matière en Ligue des Champions. Un très beau match contre le PSV. Un bijou de Yildiz qui d'ailleurs il me semble est dans l'équipe de la semaine de la première journée, mais vraiment la Juve a été super intéressante, très pertinente. Ça joue du côté de la Juve cette année, vraiment on sent qu'il y a une volonté de créer quelque chose, il y a quelque chose qui est en train de se créer là, du côté de la Juventus. Et même si en championnat, elle n'est pas très récompensée ces derniers temps, où elle multiplie les matchs nuls sans marquer de but, là, pour le coup, elle a fait un très beau match contre le PSV. Et la victoire 3-1 est complètement méritée. Hein, la Juve a vraiment bien fait le taf. Elle a joué un très beau match européen. Elle s'est mise au niveau européen et elle a fait le travail tout simplement. Et Paraît-il que la Kalulu fait un très très beau début de saison avec oui, avec nos rivaux. Hein. oui, Kaloulou est un très bon élément. Il fait vraiment du bien. Non, il est très bon. Il est très bon. Ça, c'est une chose réelle. Il a du temps de jeu. Il est enfin. Parce on se plaint beaucoup de Emerson Royal, donc de nouveau arrière droit. Et quand tu vois que Kalulu aurait pu largement faire le taf, parce que même s'il a plus joué au centre chez nous, il était quand même au débat arrivé comme latéral droit. Tu ne peux que avoir des regrets. C'est ça, surtout il est pas parti. Bon, la formule est un peu, la formule de départ, bon, on la connaît, on est rompu au jeu de la Serie A, donc on connaît les formules d'achat, de joueurs un peu folkloriques, des prêts avec option d'achat, de 2 ans d'obligation d'achat au bout de, voilà. Mais au final, ouais, il n'est pas parti pour grand chose au vu de 17 millions, je crois, au cumulé, ouais, au bout de ce qui peut. C'est ça, d'abord, c'est un prêt payant avec. À 3 millions, je crois, c'est et ça. 14 pour l'option. C'est ça, exactement.
Après, Et ça reste une très belle plus-value parce que Milan l'a eu pour un peu moins oui, d'1 million d'euros de souvenirs. Je crois aux alentours de 700 ou 800 000 euros, si je dis pas de bêtises. Mais ça reste du gâchis. Ça reste du gâchis. oui, pour une bouchée de pain, ils l'ont eu à 1 million, ils l'ont eu à Lyon. Donc oui, en soi, son transfert, il est déjà mort. Enfin, ouais, je pense qu'il est déjà amorti. Mais, ou allez, peut-être il doit rester, allez, 200, 300 000 euros à tout péter. Mais le prêt, mais le prêt, rien que le prêt payant de la Juve enfin, paye l'amortissement. Donc bon, voilà. Ah, mais totalement. Donc, ouais, c'est dommage, je sais pas. Après, il était aussi un peu freiné par les Les blessures, blessures. Kaloulou. Mais la saison où vous gagnez le titre, il est super pertinent, par exemple, tu vois. Mais Ah bah, la charnière avec Tomori, elle a fait très très mal la saison du titre. Mais malheureusement, ça a été sa seule saison. après, 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 oui, c'est vrai que là, pour l'instant, parce qu'il peut derrière faire 4 mois où il est nul, mais enfin, moins bon. Mais en tout cas, euh, il est pour l'instant très pertinent. Et c'est vrai que je vois ce débat en parallèle par rapport à Emerson Royal, de se dire, quand tu avais un joueur comme Kaloulou potentiellement, est-ce que t'es gagnant en fait d'acheter Emerson Royal, qui était bon sans être transcendant à Tottenham. Après, c'est logique, devant lui, il a Pedro Porro. Pour moi, Pedro Porro est beaucoup plus fort que Emerson Royal, pour le coup. Après, c'est un peu le cœur aussi qui parle, parce que j'aime énormément Pedro Porro, et je pense que Grégory c'est aussi les qualités de l'Espagnol, Pedro Porro. Mais pour le coup, ouais, je le trouve meilleur. Donc je comprends en fait pourquoi Tottenham n'a pas, enfin, voulait un prix et je veux dire, ne s'est pas battu pour le garder, puisqu'il y a le titulaire au poste est meilleur pour le coup. Et et on verra par la suite s'il y avait véritablement un gap entre Kaloulou, enfin un gap entre Kaloulou et Emerson. Bon, en termes d'âge, les deux, ça se, ça se tape, hein, parce qu'il n'y a pas énorme, il y a pas, je crois même qu'ils ont le même âge. C'est des 99 les deux, si je ne me trompe pas. À moins que Kaloulou soit peut-être un peu plus jeune qu'Emerson Royal, mais j'en suis pas totalement sûr. Je vais regarder de suite là. Oui, Euh, il est un an plus jeune Kaloulou. C'est un ah 2000 bah, et c'était pas Emerson fini. 99. Pour le coup, voilà. Donc, du coup, je m'étais un petit peu trompé. Je pensais que les deux c'était 99. Mais Kaloulou, c'est un 2000. Et du coup, ouais, et Kaloulou, très, très intéressant à la Juve. La Juve qui fait un très bon match contre le PSV. Après, là où le bas blesse, c'est peut-être un peu du côté du Milan. Parce que l'Inter, pour le coup, qui jouait le remake de la finale de Ligue des Champions 2022-2023, euh, a fait plus que, ben, à l'image de la finale de Ligue des Champions, ce fut un match extrêmement difficile pour le City, un autre match extrêmement difficile pour Haaland, qui a été parfaitement muselé par la défense interiste, notamment un très 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 gros match d'Acerbi, dont je parlerai notamment lorsqu'on parlera de l'Inter contre le Milan C, sur le fait que certains joueurs ne peuvent pas enchaîner plusieurs matchs à très haute intensité, et lui il en fait partie. Mais bon, après c'est normal, il n'a pas 25 ans. Mais 35. Donc voilà. Mais oui, du côté de l'Inter qui a fait un très très gros match, du moins défensif. Et du coup, c'est un très beau résultat de ne pas avoir perdu contre Manchester City à City. City qui aurait pu gagner, puisque City a quand même beaucoup poussé, mais là où Sommer a aussi fait un bon match, mais je trouve qu'il y a aussi eu des frappes un peu trop axiales de la part de certains joueurs citizens, notamment Gundogan, qui s'est procuré des bonnes occasions, mais des têtes ou des frappes trop axiales. L'Inter aurait pu en contre-attaque réussir, notamment sur une action que j'ai en tête où Darmian ne tire pas alors il a un contre un, énorme contre un devant Ederson, mais il fait une passe en retrait à Barella parce que Barella lui demande d'avoir la balle, ce qui s'avère être un mauvais choix. Mais c'était un très bon match. Vraiment un très très bon match de foot. Deux très très grosses équipes. Et bon,
Guardiola n'a pas hésité à saluer la performance d'Inzaghi. Il l'avait également fait en Ligue des Champions, hein, lors de sa victoire contre l'Inter. Mais par contre, l'autre Milan qui jouait également contre notre club anglais, Liverpool, là ça a été différent. Parce que autant le Milan a réussi à ouvrir le score de la part de l'un de ses, si ce n'est l'homme en forme cette année 2024, qui est Pulisic, ben derrière elle a subi les foudres de ce qu'on peut appeler la machine, des Reds, implacable quand il s'agit de punir les errements défensifs, les espaces qu'on peut leur donner avec notamment ces flèches, ces artilleurs de génie des Luis Diaz, etc., qui eux ne se privent pas de te punir quand tu leur laisses la moindre possibilité de pouvoir le faire. Donc Liverpool qui gagne contre le Milan AC à cet instant-là, le siège de Fonseca semblait être éjectable, mais un résultat positif ce week-end a fait que il y a eu une bouffée d'air pour lui, pour l'instant, un peu de répit. Et on en parlera bien sûr dans quelques instants, puisque là maintenant, au-delà de l'Europe, on parlera donc du ce qui s'est passé simplement en championnat. Et pour parler justement du derby, le Milan AC a gagné contre l'Inter 2-1 avec un but de Gabbia à la fin de match, une ouverture du score de la part de Pulisic encore une fois, une égalisation de la part de Di Marco à la 27e minute donc un but de Gabbia à la 88e minute sur une merveille de passe de Reinders, puisque c'est sur coup franc. Fratesi qui chargeait Gabbia. Bon, ça j'ai pas compris parce que bon, voilà, Gabbia fait pas 1m10, hein, c'est pas très intelligent d'avoir fait ça, mais bon, ça, erreur stratégique, mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, ça donne une victoire méritée dans l'ensemble puisque le Milan a donné plus d'envie, s'est donné les moyens de pouvoir aller gagner ce match-là. Sans un très bon Sommer, le Milan aurait pu aggraver la marque aussi également, car il a fait plusieurs gros arrêts quand même, Sommer. Et c'est une bonne défaite, je pense, pour l'Inter Milan, puisque ça permettra de remettre l'esprit à l'endroit et ne plus se voir peut-être un peu trop beau, s'il se pensait trop beau, mais moi je pense qu'il y a aussi de la fatigue aussi parce que, mine de rien, je pense que le combat contre Manchester City, où c'est quasiment les mêmes joueurs qui jouent, peut-être a laissé un peu de traces et a fait que cette équipe ne pouvait peut-être pas enchaîner, du moins certains hommes, par exemple un Mkhitaryan, un Acerbi, que j'ai trouvé en dessous, ne pouvait pas enchaîner autant de matchs à très haute intensité. Et, et c'est de là où le turnover, je pense, va faire beaucoup de bien et va être vital notamment pour l'Inter, parce que si elle ne ménage pas notamment ses joueurs âgés, je pense que ça pourrait être compliqué. Le pire ennemi de l'Inter, ça va être sa gestion de ses joueurs, vu qu'elle a quand même plusieurs joueurs trentenaires, ou bien avancés du moins dans la trentaine. Mais du côté du Milan, c'est bien, c'est bien, c'est une victoire qui, je pense, leur fait beaucoup de bien. Ils mettent fin à la série de 6 ou 7 défaites d'affilée dans les derbies, ils se replacent en championnat, où à présent ils sont à égalité de points avec l'Inter, mais avec cette victoire-là, vu qu'en Italie c'est la différence de but particulière qui prime, ben, ils sont devant l'Inter, les deux sont à 3 points du leader, mais je pense que c'est bien pour la confiance pour Fonseca, et pour les joueurs aussi, non, c'est très bien pour eux. Je pense que c'est une très belle et très bonne victoire pour le Milan AC. Peut-être que ça va lancer leur saison. Et je pense enfin pas une belle défaite, mais une très bonne défaite dans le sens où ça peut-être permettra à l'Inter de se remettre en question et de se remettre à l'endroit cette fois-ci.
Et si bien sûr, Jeff, tu as quelque chose à dire par rapport à cela. Bah oui et non, ça va être très très succinct, hein, mais bah, je suis content que Milan ait enfin pu mettre fin à une série de défaites contre le rival. C'est toujours bien. Est-ce que l'équipe va garder ce, comment dire, garder ce nouveau souffle et être dans un cercle vertueux de victoire? Ça serait bien. A priori, le 4-4-2 hybride 4-2-4 a l'air d'avoir bien fonctionné. Comme tu l'as dit et comme on a discuté à l'instant off, si vous aviez pas eu un bon gardien, un bon Sommer, bah, l'addition aurait pu être un peu plus salée pour vous. Et notamment aussi deux trois ratés, hein, comme tu as dit tout à l'heure, le raté de Okafor, malheureusement, Mhm. qui aurait pu alourdir comment dire, le La score. note. Voilà la note, merci, parfait. Alourdir la note, mais est-ce que Fonseca va reproduire ce schéma tactique? Pourquoi pas? J'ai envie de te dire, pourquoi pas? Ça nous a permis de gagner. En plus, ça a fait gagner un gros client parce que non, outre le fait que vous êtes le rival, bah, le schéma en 3-5-2, on a bien vu que Pioli n'a jamais réussi à le passer, hein. Enfin, s'il y est arrivé, mais voilà, il y a eu quand même beaucoup de défaites à son actif. Le 4-2-3-1, il a bien vu que ça ne passait pas. Donc le 4-2-4, 4-4-2, pourquoi pas. Donc moi je suis pas, c'est pas que je suis impatient, mais je suis assez curieux de voir les prochains matchs de Milan, les prochaines compos. Et le seul petit bémol que je vais dire, c'est que j'aurais bien aimé voir, en tout cas en tant que titulaire, la charnière Gabia-Pavlovic. Je pense qu'elle aurait pu être pas mal d'entrée de jeu, mais parce que Pavlovic a montré de belles choses. Et on est content de voir que Gabia a été enfin titularisé parce que l'année dernière, en deuxième partie de saison, quand il est revenu, il a fait de très très belles choses. Et était, on avait ce goût amer de ne pas le voir suffisamment sur le terrain en début de saison. Voilà, c'est tout. Greg, tu avais quelque chose à nous dire? Tu nous entends, Grégory? Ah, est-ce que... As-tu ton micro allumé? Normalement, oui. Du coup, je le vois plus sur ma page, mais normalement oui, je dirais aussi. Allô, allô. On t'entend. Voilà, on t'entend. Ah, alors, salut les gars. Petite question. Du coup, Paulo Fonseca, c'est quoi? Il est prolongé ou son CDD s'arrête? On ne sait pas. J'ai lu quelque part dans la semaine qui vient de finir que son avenir était déjà tracé, quelle que soit l'issue de ce derby. Donc ça veut dire que soit il va être limogé dans les jours qui viennent, soit il va être préservé. De toute façon, c'est du 50-50, hein, mais le problème, c'est que la déclaration n'allait pas plus loin que ça, donc on ne sait pas. Mais on sait que plusieurs coachs étaient déjà, comment dire, étaient déjà sondés pour la reprise, hein. Il y avait du bon, du moins bon. Moi, mon préféré, ça aurait bien été Tourelle. J'aurais bien aimé voir Tourelle à Milan, mais à voir. Pour l'instant, je n'ai vraiment rien lu à ce sujet. Parce que c'était, comment dire, c'était le derby vraiment à gagner, quoi. Mhm. Bah, franchement, déjà qu'il y avait deux matchs à gagner pour lui. Les deux matchs étaient décisifs. C'était le match de Ligue des Champions et le derby. Je pense que vraiment, s'il avait vraiment perdu le derby, ça aurait été complètement cuit. Mais là, il a peut-être sauvé ses fesses. Mais il faut voir lors des prochains matchs s'il va continuer à gagner ou s'il va à nouveau perdre des points. Mais pour l'instant, comme je le disais, j'ai aucune réelle information à ce sujet-là. Mais pour l'instant, je pense que son... Vu qu'il est passé peut-être devant l'Inter, c'est ce qui fait que peut-être... pour l'instant, il a un peu de répit. Après, à la prochaine contre-performance, là, son cas pourrait... En tout cas, malheureusement...
En tout cas, j'approuve le culot qu'il a eu de changer de compo. Il y en a beaucoup qui râlent en disant ouais, la compo elle est pas top, gna gna gna. Mais en même temps, il y a toujours 50% des gens qui râlent parce qu'ils changent et 50% des gens qui râlent parce qu'ils la changent pas. Et là, il a eu du culot et ça a passé. S'il avait raté, forcément, on l'aurait insulté de tous les noms. Mais, enfin, de manière générale, hein, pas forcément moi. Mais au moins, il a eu le courage d'essayer, ça a matché. Bah, je dis pas qu'il a retrouvé du crédit pour moi, hein, mais j'attends de voir les prochains matchs pour voir si ça continue de gagner. Mais en tout cas, il a eu du culot contre un gros client en plus. Et je peux toujours admirer les gens, je respecte toujours les gens qui prennent des risques. Ben, il y a déjà le fait que, tu vois, comme tu l'as dit, son 4-4-2, en réalité, c'était un 4-2-4, tu vois. Fallait oser quand même le faire. Bah, Je... surtout que le 4-2-4, c'est assez risqué, sachant Ah que oui, vous avez trois personnes au milieu. C'est très risqué. Il faut juste espérer que les ailiers fassent le repli défensif. c'est ça, et que le milieu en soi ne se fasse pas aussi déborder par les trois du côté de l'Inter, puisque l'Inter, soit c'est super rodé, tu vois, on le sait, tu vois, c'est quand même un bloc équipe ultra rodé, donc c'est vrai que c'est quand même assez dangereux d'avoir une stratégie qui penche énormément vers l'offensive. Mais ils ont fait le taf, hein, ils ont fait ce qu'il fallait, et puis ça a fonctionné, et tant mieux pour le coup pour eux, mais c'est vrai que c'était osé. Au moins, s'il partait, on pouvait pas dire, ah non, il a pas tenté. Après, ça peut être réussi ou raté, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, il a pas eu Il, peur il de a tenter. essayé, Il a il a essayé. essayé, ça a été cohérent, ça n'a pas été comme le 3-4-3 ou je ne sais plus quel compo que Pioli avait fait en début de saison de l'année dernière qui avait coûté beaucoup de points. Et c'est grâce à la Juventus qu'on est toujours d'ailleurs qu'on avait été qualifié en Ligue des Champions, hein. Mais c'est le changement de Pioli qui lui était totalement incohérent et surtout qu'il a fait ça trop vite et je pense qu'ils n'ont pas assez maîtrisé ça à l'entraînement. Mais là au moins ça a été un changement et c'est un changement qui reste cohérent. Et comme j'ai dit, je respecte. C'est ça, c'est exactement ça. Mais ouais, ça a été. Il a osé, ça a fonctionné, et donc tant mieux pour lui. Et maintenant, à voir ce que ça va donner, tout simplement, à voir pour la suite. Et du côté de l'autre choc en Serie A, le Juve Naples, très décevant, je trouve. Très décevant parce que je m'attendais à plus. Naples étant en forme, c'est en ce moment, a réussi à retrouver de l'allant. La Juve qui est une équipe qui, même si elle sortait de deux matchs nuls 0-0 contre l'AS Roma et contre Empoli, on sait, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se créer dans cette équipe-là. Et on sent qu'il y a une volonté de jouer. Et on se dit, entre Naples et la Juve, il peut y avoir deux équipes qui peuvent jouer. Mais on a assisté à un match assez pauvre au final. Assez pauvre. Le nombre de tirs cadrés se tiennent au bout d'une main. Deux pour tout le match. Un de chaque côté. Hein. Naples a cadré une fois en première mi-temps, la Juve une fois en seconde mi-temps. Voilà. 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 Mais sinon, ouais, ça a été un match très tactique, très compliqué. Enfin, pas compliqué, mais très compliqué à regarder si on voulait du spectacle. Mais en soi, oui, c'était un match très tactique et au final, ben, le Naples de Conte réussit, entre parenthèses, un deuxième bon test. Il a battu assez largement Bologne, même si Bologne n'est plus l'équipe de l'année dernière. Elle ne perd pas contre Naples, pas contre la Juve, pardon, parce que là je parle du côté de Naples. Euh, donc c'est pas mal, c'est pas mal du côté de Naples. Donc en soi, ils font leur petit bout de chemin. Ils font leur petit bout de chemin. Ils vont je pense que le premier run dans lequel on pourra voir ce que ce Naples-là aura dans les jambes sera en fin octobre. Entre fin octobre et fin novembre, là, on va voir ce que ce Naples-là aura dans les jambes. Ce déplacement à Milan consécutivement, hein, parce que ce sera un run de 4 matchs.
prendra l'AC Milan le 29 octobre. Le 3 novembre, reçoit l'Atalanta. Le 10 novembre, retour à Milan, Inter contre Naples. Le 24 novembre, après la trêve internationale normalement, ils reviennent et ils jouent contre l'AS Roma. Je pense vraiment cet enchaînement de 4 matchs-là, ça va déjà nous donner une première idée de ce que ce Naples-là aura dans les dents. Parce que cet enchaînement de matchs-là, et en plus Naples ne joue pas l'Europe, heureusement, mais vraiment AC Milan, Atalanta, Inter, AS Roma, ça va être très très intéressant à voir. Après, bien évidemment, pour l'AC Milan et l'Inter, ben, il y aura plus de matchs, puisque entre-temps, il y aura, par exemple, le Milan jouera enfin, quasiment tous les 3 jours à ce moment, enfin, quasiment tous les 4 jours à ce moment-là, hein, parce que s'il prend le calendrier, hormis la coupure en octobre, ben, retour le 19 octobre contre Udine, 22, ensuite le 26, le 29, le 2 novembre, le 5 novembre, le 9 novembre, enfin, ça va être infernal en fait, là, jusqu'à la nouvelle trêve, la prochaine trêve. Après la trêve d'octobre, ça va être infernal jusqu'à la prochaine trêve de novembre. C'est quasiment tous les 3 jours. Du côté de l'Inter, c'est pareil, ils sont pas en reste. Ça va être également. Enfin, l'Atalanta aussi est en Ligue des Champions, donc ça va être la même chose. Le 23 contre les Young Boys, la Juve le 27, ensuite Empoli le 30, le 3 Venise, le 6 Arsenal et le 10 Naples avant voilà l'enchaînement Naples. Enfin, Arsenal et Naples, bon, heureusement que c'est à domicile pour le coup, puisque, et que l'enchaînement là, des matchs, la plupart des matchs, l'Inter les joueront à domicile, ça c'est positif pour le coup. Mais ouais, ça va être assez sportif le mois d'octobre, vraiment, vraiment très sportif. Je pense sur chaque débrief qu'on fera, on parlera de 2 matchs en gros, parce que ils joueront tous les 3 jours les clubs européens, donc voilà. Mais c'est vrai que le Juventus Naples, il a été assez pauvre. Et bon, c'est assez dommage. C'est assez dommage, mais tous les matchs ne peuvent pas être des feux d'artifice. Empoli qui gagne 2-0 contre Cagliari. Torino qui gagne 3-2 contre l'Hellas Vérone. Venise qui gagne 2-0 contre Genoa. Lecce qui fait match nul contre Parme. Alors, il y a eu match nul en termes de carton rouge 2, 1-1 et 2-2 score final. Lazio qui gagne la Lazio 2-1. Bologne qui gagne contre Monza. L'AS Roma qui met fin à l'invincibilité de l'Udinese en gagnant largement 3-0 avec le deuxième but de leur recrue Artem Dovbyk, la recrue phare de cet été, et un but de Dybala également. Et donc la victoire du Milan AC contre l'Inter de Milan, tout en sachant que le match entre l'Atalanta et Como a été retardé. Pour l'instant, le match n'a pas commencé. Et ce qui donne pour l'instant au classement Torino premier avec 11 points, Naples, Udine deuxième et troisième, Juventus toujours invaincu quatrième et meilleure défense du championnat avec aucun but encaissé bien évidemment, Empoli cinquième avec 9 points également, sixième le Milan AC et l'Inter Milan, Milan meilleure attaque du championnat d'ailleurs avec 8 points, Lazio Atalanta, AS Roma, Hellas Vérone, Fiorentina, Bologne, Parme, Genoa, Lecce, Venise. Premier relégable Monza, ensuite Como et Cagliari qui ferment la marche. Et donc cette fois-ci, on peut parler du football portugais avant de bifurquer en France, mais on peut parler d'abord du football portugais. Du coup, Grégory, je te laisse la parole. Alors, bonsoir à tous, boa noite. Alors, ce week-end, c'était la 6e journée du championnat portugais. Malheureusement, j'ai pas pu voir de match, donc j'ai vu des résumés. Je sais, c'est mauvais élève, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, le Nacional Madère recevait vendredi Braga. Ils se sont inclinés 3-0 face à Braga. Samedi, on avait Santa Clara qui recevait Estrela Amadora. Ils ont gagné 1-0. Rio Ave a fait match nul face à Estoril. Et Moreirense
a fait un 0-0 chez eux face à Famalicão. Et pour mon équipe, alors Porto, ils se déplaçaient à Guimarães et ils ont gagné 3-0. Avec, alors là, ça y est, on a notre recrue, Monsieur Samu, qui a mis un doublé, un but de la tête à la 47e minute, et avec l'intérieur du pied dans le petit filet à la 58e minute. Et enfin, à la 88e minute, Pepe qui a marqué pour le FC Porto. Donc ça fait toujours le classement, je vous le donnerai à la fin. Donc dimanche, on avait Gilles Vicente qui recevait Casa Pia, ça s'est terminé sur un partout. Parents qui sont inclinés chez eux face à Arouca 1-0. Et le Sporting Portugal qui déroule comme d'habitude, aucune surprise, 3-0 face à AVS avec, comme vous le savez, ou comme vous imaginez, 2 buts de notre cher ami Gyökeres qui ne s'arrête plus, le robinet est ouvert et il ne veut pas se fermer. Donc monsieur Gyökeres, actuel meilleur buteur, en tout cas du championnat portugais et je sais pas européen, mais je pense qu'il doit pas être loin s'il ne l'est pas. Il est à 6 matchs pour 10 buts. Monsieur a un ratio de 1,67. Donc voilà, monsieur Gyökeres, il ne s'arrête pas, personne ne sait quand il va s'arrêter. Et c'est vraiment... J'ai même plus les mots pour le qualifier, ce joueur-là, mais je dirais c'est impressionnant. Je pense que j'ai jamais vu de joueurs avec des débuts de championnat comme ça, tonitruesque au Portugal, donc bravo à lui. Donc pour le classement, on a toujours le Sporting avec un sans faute, donc 6 matchs joués, 6 victoires, avec 18 points. Le FC Porto avec 15 points qui suit derrière la deuxième place. Santa Clara avec 12 points. Victoria Guimarães avec 12 points également à la 4e. Famalicão à la 5e place avec 11 points. Braga à la 6e place avec 11 points. Benfica qui joue ce soir sur les terres de Boavista. D'ailleurs, à l'heure actuelle, ils sont en train de mener 1-0. Ils sont 7e avec 10 points. Donc, du coup, ils peuvent remonter à la 3e place avec une victoire ce soir. Moreirense à la 8e place avec 8 points. Gilles Vicente, Casa Pia, Rio Ave, 7 points tous les 3. AVS à la 12e place avec 7 points aussi. Et 2-0 même pour Benfica. Merci Alexis. Estoril à la 13e place avec 6 points. Arouca 14e place 6 points. Boavista, donc je disais 15e place 5 points. Boavista qui fait un très mauvais départ. National Madère à la 16e place avec 4 points. Estrela Amadora avec 2 points. Et Farense avec un début vraiment catastrophique, 6 matchs, 6 défaites, 0 points. Et j'ai une petite anecdote sur un joueur du FC Porto. J'ai trouvé ça, je lisais un article là. C'est un joueur du FC Porto qui a joué en Italie. Et plus précisément à l'Inter. João Mario? Non. C'est un peu plus... Il a joué, hein. Ça veut dire qu'il joue plus. Ah, il joue plus au foot. Ouais. FC Porto, Inter, non pas Taremi, parce que Taremi il joue encore au foot. Quaresma? Non, allez, je vais te dire dans les années 2012. C'était un Colombien. Enfin, c'est un Colombien. Ah, Guarin? Ouais. C'est dit Guarin. Exact. Il a fait une petite interview, alors ce que j'étais en train de lire là tout à l'heure, là, je sais pas si je crois que c'était pour un journal, c'était à Gazzetta dello Sport qu'il a fait son interview et il expliquait son arrivée en fait
à l'Inter, ça m'a fait rigoler un petit peu. Alors, il dit donc, il se rappelle de son déménagement donc du FC Porto pour lesquels il a joué entre 2008 et 2012. Son déménagement donc du FC Porto en Italie pour jouer à l'Inter. Et il dit qu'en arrivant, alors je le cite, il me dit: je me souviens de la neige et d'une température de moins de 10 degrés. Le tableau de bord de la voiture l'indiquait et j'étais perplexe. Je viens de Porto, donc vous pouvez imaginer de grandes plages, du soleil, un vent léger. Quand j'ai atterri à l'Italie et je suis allé passer les examens médicaux à Côme et les montagnes avaient un sommet enneigé. Dans quoi me suis-je embarqué? J'ai pensé, a déclaré l'ancien milieu de terrain colombien. Donc il racontait son changement Oui. de championnat et de pays. Et il explique son transfert, comment il s'était passé. Donc il dit: quand j'étais au FC Porto, ils ont failli conclure l'accord avec la Juventus, mais j'ai choisi l'Inter et je n'ai jamais regretté. Le jour où l'accord était conclu, j'ai parlé face à face avec les dirigeants et leur ai expliqué mes souhaits. La Juve a tenté à nouveau de le signer en proposant un échange de joueurs. Mazzarri, alors entraîneur de l'Inter, voulait Vucinic, je ne sais pas si je le dis bien, alors joueur de la Juventus. Mais j'ai insisté jusqu'au bout pour rester. À l'époque, ils m'ont traité de traître, mais je voulais pas quitter l'Inter. Ce n'était pas le bon moment, mais cela fait partie de la vie. Et je suis resté à l'Inter et je ne serai jamais allé à la Juventus. Donc voilà, c'était la petite anecdote sur Guarin que je voulais vous dire, que j'ai lu. Ah, c'était un milieu de terrain. Moi, j'aimais bien quand il était au FC Porto. Je le trouvais bien. D'ailleurs, ils ont pris si je dis pas de bêtises, ils ont pris la Ligue Europa ensemble, je crois. Je sais plus quelle année, mais Ouais, celle de 2011, avec le trio des ténèbres. Falcao. Falcao, Exactement. Hulk, James Exactement. Rodriguez. Il me semble que oui, il est Exactement. là, Guarin. C'est ça. Exactement. Ouais, je savais plus l'année. Hein. Ah ouais, ça m'a fait rigoler le changement de climat. Donc voilà les amis pour l'actualité du championnat portugais. Désolé, j'ai pas plus détaillé que ça, mais voilà. Et Pedro Porro, pour revenir à ce que tu disais, oui, j'apprécie bien ce joueur. Et d'ailleurs, je pense que notre ami João Félix ne l'apprécie pas trop. Je ne sais pas si vous connaissez les rumeurs qu'il y avait à l'époque avec João Félix. Enfin, plutôt avec l'ex-copine de João Félix. Ah, ça non. Ah, t'es pas au courant? Non. Tu sais, João Félix, c'est un mec de Benfica. Mhm. Et donc son ex-copine était une supportrice à fond du Sporting Lisbonne, en fait. Donc, Ah, c'est les deux clubs rivaux oui, oui. à Lisbonne. Et donc du coup, sa nana, bon, elle est connue parce qu'elle fait des telenovelas au Portugal et puis maintenant elle fait beaucoup de pubs pour des trucs de mode et tout ça quoi. Mhm. Et donc tout le temps, elle va voir les matchs du Sporting et tout le temps c'est Margarida Corsero. Je vous laisserai regarder sur internet, vous allez voir il a des bons goûts, Jean-Félix. Et du coup, il se serait dit que elle se serait tapé ce mec-là pendant une mi-temps dans le stade du Sporting Lisbonne, à la pause d'une mi-temps. Et du coup, ça a été médiatisé, et machin, il y aurait eu même des sextapes qui auraient tourné, mais bon. Donc voilà pourquoi Jean-Félix n'aime pas Pedro Porro. D'accord. D'accord. Ok. C'est bon. Histoire de madame. Bon, ok, d'accord. C'est tout ça qui fait que. Bon, d'accord, d'accord. Je, je comprends. Enfin, c'est débile sur le fond, mais je comprends. Voilà, Après, est-ce que on peut s'attendre à de la logique parfois? Mais bon. c'est ça. Et c'était un petit peu on va dire la telenovela portugaise du moment entre Pedro Porro et la copine au petit João Félix. Et d'ailleurs, il y a une partie des fans de João Félix qui disent que elle fait partie justement de pourquoi João Félix a été d'échec en échec
dans ses choix footballistiques et dans sa carrière footballistique jusqu'à maintenant. Ah d'accord, ça va jusque... Après, bon, Ah ouais, ça a été super loin. Enfin, ça a été super loin. Ah, voilà, c'est les gens quand ils parlent. Mais ça a été, ouais, une grosse cause de ça. Grosse polémique au Portugal entre elle et Pedro Porro. d'accord, c'est intéressant, c'est bon à savoir, d'accord. Bon, c'est... Ok. Et voilà. En tout cas, merci pour les infos concernant le Portugal. Et concernant, pour terminer avec le Portugal, très beau but de Gyökeres en Ligue des Champions aussi, hein, contre Ouais, un modèle de but d'attaquant pur jus. Franchement, j'ai... De toute façon, on était, je pense, friand de savoir ce qu'il allait faire au niveau européen bien sûr. après avoir tant traumatisé l'année dernière le championnat portugais. Et pour le coup, il n'a pas raté ses débuts. Il a fait le taf. Hein, il a aidé à malheureusement battre Lille comme en soi on le présageait, puisqu'on On disait le disait, oui. que quand même on voyait mal en fait le Lille gagner ce Sporting là et Gyökeres il a montré ce qu'il était et que voilà hein, Et là, d'ailleurs, et d'ailleurs, j'ai trouvé une très belle équipe du Sporting face à Lille ce soir-là. Franchement, ils jouent bien, ça fait plaisir à voir. C'est jeune, ça respire le football. Franchement, super match de la part du Sporting. ah oui c'était un très bon match Et d'ailleurs, je pense en amateur de football, qu'on soit sportingiste ou portiste comme moi je le suis, j'ai hâte de voir les prochains matchs en Ligue des Champions du Sporting et j'ai hâte de voir jusqu'à où cette équipe peut mener. c'est vrai que c'est une très belle équipe à avoir joué et bon je parle de Gyökeres mais que dire de l'autre but hein le Bien sûr, voilà quand magnifique. même Le but de la journée d'ailleurs. quand même, que dire du second but énorme but. Ah, Frappage. et si je pouvais juste finir, un petit truc que j'avais oublié. Gros hommage de quasiment toutes les équipes du championnat portugais pour ce qui s'est passé au Ah Portugal oui, dernièrement avec les... les incendies. exact. C'était très touchant de la part des joueurs qui ont tous joué le jeu à rendre hommage aux pompiers. Certains joueurs sont même affectés parce que leur famille est au Portugal, tout ça. Donc grosse pensée à toutes les personnes qui ont galéré avec ces incendies. Et j'ai trouvé ça très bien, d'ailleurs, des joueurs de prêter leur temps à rendre hommage pour ce qui se passe, enfin, ce qui se passait. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais j'avais vu ça en fait enfin, avant le début du match de Porto, où il y avait eu quelque chose de fait par rapport à la situation au Portugal, aux incendies. Je sais plus contre qui Porto d'ailleurs jouait ce week-end. C'était Diogo Costa bah, c'était face à Guimarães, Diogo Costa qui avait habillé un habit de sapeur-pompier pour rendre hommage aux pompiers en entrant sur le terrain. Il avait pas aussi un casque, il me semble, casque jaune. Exactement. Ouais, voilà, Ouais. c'était ça l'image que j'avais. Qu'il avait un Ouais. casque jaune et voilà, c'était par rapport à ça. Mais ouais, non, c'était franchement, c'est beau, un beau geste. Bien sûr. Et d'ailleurs, je savais pas du tout la news que Jeff avait donnée par rapport au but de la journée du championnat. Je l'avais pas lu. Donc je sais pas comment ça s'est passé, je sais pas ce qui s'est dit exactement, mais en tout cas, si c'était bien ça, ouais. De quoi tu parles, Greg, du coup? T'avais mis une news par rapport au but de cette journée, que la fédération portugaise avait planté des arbres par rapport au nombre total de buts de la journée, je sais plus quoi. Ah, je sais plus du tout. À mon avis, si je l'ai mis, ça venait peut-être de Gazeta Foot, mais Ok. j'avoue que j'avais pas plus d'informations que ça. Ouais, t'avais sorti un article comme ça, je sais plus c'était quel truc, mais en tout cas, si c'est ça, c'était cool. Franchement, ouais, je trouvais ça joli.
Donc voilà, grosse force aux Portugais qui ont galéré avec ces problèmes-là, aux familles, tout ça. Il n'y a pas que le football. Donc voilà. Et merci. En tout cas, merci pour les infos concernant le football portugais. On fera on fait une petite pause et on bifurque directement vers le football allemand d'abord, puis ensuite français cette, euh, cette fois-ci. Donc, à tout de suite. Ah, tout de suite. Tout de suite. Nous voici de retour pour la seconde partie de notre podcast. Et donc, concernant ce que l'on disait sur le football portugais, avant de bifurquer sur un autre championnat, je te laisse la parole, Grégory. Tu avais un petit mot à nous ajouter. Ouais, du coup, j'ai bien recherché l'info. Donc, alors en fait, c'est la Ligue portugaise de football. Pour rendre hommage aux pompiers et aux victimes des incendies, ils ont décidé de transformer chaque but de la 6e journée, donc qui se termine ce soir avec le match de Benfica. Chaque but vaudra 200 arbres plantés. Donc pour chaque but, 200 arbres. Donc là, on est à, il me semble, 17 buts. Donc ça fait à peu près 3400 arbres plantés que la fédération paiera pour ça. Eh ben, c'est plutôt pas mal. C'est ça, c'est une Ouais, belle c'est un initiative. très 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 beau geste. Et juste pour terminer, par rapport à ce qu'on parlait à l'hommage, donc en fait, ils ont fait sur chaque match de la journée, ils ont mis un casque de pompier au milieu de terrain. Et chaque capitaine de toutes les équipes est rentré habillé en pompier pour rendre hommage aux pompiers, aux 7 personnes qui sont décédées et aux 161 personnes blessées à cause des incendies au Portugal. Eh ben, c'est très très beau. Triste, mais très beau. Voilà. Voilà, c'était l'info que je voulais vérifier qu'on parlait. Très belle initiative du football portugais qui se montre, entre parenthèses, solidaire par rapport à cet événement. Et bon, après, dans un sens, c'est un peu normal puisque au-delà du foot, là, ça touche Bien tout sûr. le monde. Donc, c'est un peu normal que les dissensions footballistiques sont mises de côté pour quelque chose qui touche tout le monde potentiellement. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Et force aux pompiers, c'est quand même compliqué et malheureusement avec le réchauffement climatique, ce sont des choses dont ils risquent d'être plus habitués dans le futur. Oui, malheureusement. Et pour en revenir donc au foot, au sport quand même, Bien c'est sûr. quand même du sport, on bifurque cette fois-ci d'abord en Allemagne, puis ensuite en France. Et donc, Alexis, je te laisse cette fois-ci la parole pour le football allemand. Alors, pour le football allemand, du coup, je vais en profiter pour totalement en parler puisque Camille n'est pas là. Mais avant ça, je vais parler du match de Mayence. Je disais la semaine dernière qu'il fallait commencer à prendre des points parce que ça commençait pas forcément à devenir inquiétant, mais il fallait se dépêcher un petit peu. Eh ben, à croire qu'ils m'ont écouté. Hein. Mayence s'est imposé 3-2 donc sur la pelouse d'Augsbourg vendredi. Un match qui avait plutôt bien commencé du coup pour cette fois. Sur les derniers matchs où on encaissait les buts assez rapidement, mais cette fois-ci, Mayence en a mis 2 et, et en 1 minute 30 à peu près. Donc 2-0 au bout d'un quart d'heure. Et puis, alors j'ai pas vu le match, hein, mais je le raconte comme je l'ai vu, enfin comme je l'ai lu surtout, avec Mayence qui menait 2-0 au bout d'un quart d'heure. Et puis c'est Augsbourg qui est revenu à 2-1 juste avant, non, à la 25e minute de jeu. Et dès le retour, donc 2-1 à la pause, et dès le retour
dès le retour des vestiaires. Mayence qui marque le 3e but avec ce doublé de Jonathan Bourgard, donc qui a permis à Mayence de mener 3-1. Augsbourg est encore revenu au score à la 57e minute et tout en rappelant qu'Amiri notamment avait pris un rouge à la 35e minute, donc Mayence s'était retrouvé à 10, donc là on pouvait se dire que ça allait commencer un peu à souffrir, mais finalement il n'en a pas été. Et Mayence s'est donc imposé 3-2 donc sur la pelouse d'Augsbourg. Alors si je vous raconte les statistiques du match au niveau des tirs d'Augsbourg, ils ont tiré 29 fois au but pour 8 tirs cadrés. Mayence a tiré 5 fois au but pour 3 tirs cadrés et 3 buts. Donc voilà, au niveau de la possession, c'était 74-26 pour Augsbourg et quasiment plus du double de passes pour Augsbourg par rapport à Mayence. Donc voilà, Mayence qui prend 3 points, ça fait plaisir parce que ça annonçait un match compliqué. Ça a été compliqué aussi du coup sur le terrain. Et avec cette victoire, du coup, enfin on le verra sur le classement tout à l'heure, enfin même pour vous le dire maintenant, mais Mayence est actuellement 10e, donc dans des places un peu plus confortables. Donc voilà sur ce que j'avais à dire pour Mayence. Et puis au niveau de cette 5e journée, on a notamment eu trois gros matchs et du coup qui se sont transformés en 3 gros scores. On a notamment eu le Bayern qui s'est baladé sur la pelouse du Werder 5-0 avec un but de Moussiala, un but d'Harry Kane, un but de Gnabry et un doublé de mon chouchou, parce que moi aussi j'ai un chouchou en Allemagne, c'est Michael Olise, donc qui a marqué un doublé pour permettre au Bayern de s'imposer donc 5-0 sur la pelouse du Werder. Hier, on a eu également un choc entre Stuttgart, enfin un choc oui, sur le terrain non. Stuttgart qui s'est imposé 5-1 face au Borussia Dortmund. Donc voilà, notamment un but de Guirassy pour Dortmund. Dortmund, ça devient compliqué à ce que j'en lis. C'est les CM des comptes du Borussia qui commencent un peu à s'énerver envers leur coach. Donc cette défaite n'a rien arrangé. Et toujours hier, mais à 15h30, on a eu le match du Bayer Leverkusen et qui recommence un peu comme ce qu'il faisait l'année dernière à s'imposer dans le Money Time ou plutôt dans le Shabby Time, on va dire. Victoire 4-3 face à Wolfsburg avec notamment un but de Boniface donc à la 93e minute. Donc voilà, au niveau de ces 3 matchs-là, ces 4 matchs, sur les autres rencontres qu'on a eues donc entre samedi et hier, Bochum et Kiel qui ont fait 2 buts partout. Fribourg qui est allé s'imposer à Heidenheim 3-0. L'Union Berlin qui s'est imposé 2-1 face à Hoffenheim. Donc le Werder qui a pris 5-0 face au Bayern. Francfort qui s'est imposé 2-0 face au Borussia Mönchengladbach. Et hier soir sur cette dernière rencontre 0-0 entre Saint-Pauli et Leipzig. Et on a donc au classement de cette Bundesliga après 4 journées et pas 5 comme je le disais, on a le Bayern en tête avec un 12/12, enfin 4/4 et 12 points, 16 buts marqués et 3 buts encaissés. Deuxième, on a Leverkusen, Fribourg et Francfort avec 9 points. Cinquième, Leipzig et Berlin, enfin l'Union Berlin avec 8 points. Content du coup pour l'Union Berlin parce que c'est le club de Bo Svensson qui était passé à Mayence notamment. Stuttgart et Dortmund sont 7e et 8e avec 7 points. 9e Heidenheim avec 6 points. 10e Mayence et le Werder avec 5 points. 12e Augsbourg 4 points. 13e Wolfsburg, Gladbach
et Offenheim avec 3 points. Et 16e, 17e et 18e, c'est Bochum, Sampaoli et Kiel avec 1 point. Et au niveau des prochains matchs qui auront lieu le week-end prochain, on aura notamment le derby entre Dortmund et Bochum vendredi soir, Mayence qui recevra Heidenheim samedi après-midi, Wolfsburg, Stuttgart, Fribourg, Sampaoli, Leipzig, Augsbourg, Gladbach, Union Berlin. Pour le match de 15h30 à 18h30, on aura ce qui va devenir un nouveau classique en Allemagne, le match entre le Bayern et Leverkusen. Et dimanche, on aura le match entre Kiel et Francfort, Offenheim et Werder. Et voilà, pour les matchs de dimanche après-midi. Juste aussi pour avoir un petit mot sur Schalke. Je vais en parler parce que Camille n'est pas là pour le coup. Mais Schalke quand même qui a réussi l'énorme performance de mener 3-0 après 39 minutes de jeu et qui s'est retrouvé à perdre ce match 5-3 face à Darmstadt. Donc voilà, c'est assez compliqué pour Schalke en ce moment. Du coup, l'équipe de Camille, comme je l'ai dit, c'est compliqué, elle se retrouve 16e avec 4 points. Donc voilà, c'est compliqué pour Schalke. Donc voilà ce que je pouvais dire sur l'Allemagne. Merci pour ces infos concernant le football allemand. Et de cette fois-ci, on peut bifurquer donc sur le football français. On peut. Et des surprises. Exact, des surprises, des rebondissements, notamment à l'étage supérieur. Mais comme d'habitude. Cyrus, je sens qu'elle est contente, Cyrus. Mais on va commencer par les divisions inférieures comme habituellement. Donc, où je pense que, notamment Alexis, tu vas nous parler de la perf d'un nouveau venu. Et voilà, exactement. Mais on va attendre un peu pour ça, à faire monter un peu le truc. Donc, Vas-y. Au niveau donc on va commencer comme d'habitude par la Ligue 2. Vendredi, le multiplex comme d'habitude. Avant le retour, non. Avant le passage, notamment un match le samedi soir sur beIN Sport. Mais sinon, dans ce multiplex, on a eu plusieurs matchs avec pas mal de buts. Dunkerque qui s'est imposé 3-2 face à Pau. Bastia qui s'est imposé 2-1 face au Paris FC. Laval qui est allé gagner sur la pelouse du Red Star 3-0, 2 partout entre Guingamp et Annecy. Grenoble qui est allé s'imposer au Vélodrome face à Martigues 4-0. Caen qui a battu Ajaccio 1-0. Amiens qui a battu Clermont 1-0. Et Rodez qui s'est imposé face à 3. Rodez qui s'est imposé à 3-0. Et hier après-midi, le match le choc de cette journée de Ligue 2 entre Metz et Lorient. Du coup, pas de vainqueur, un partout entre les deux équipes. Au niveau du classement, on a donc un nouveau leader, c'est Bastia qui est en tête avec 11 points. Deuxième, Guingamp, Grenoble et Lorient avec 10 points. Cinquième, le FC Metz, le Paris FC. Oui, c'était hier. Ah oui, non, c'est vrai qu'on est lundi. Effectivement, c'était samedi. Mais voilà. Donc du coup, je refais. Metz était en 3-4. Cinquième. Allez, tu vas y arriver, Alex. Voilà, je vais y arriver. Surtout, je bug sur Metz et ça, c'est compliqué. Déjà, tu prononces bien, on va pas trop t'en demander non plus. Ouais, j'aurais pu dire le FC Metz. Cinquième, Metz. tes réseaux sociaux.
cinquième, on va la refaire. Cinquième, Metz, le Paris FC, Amiens, Dunkerque avec 9 points. 9e, Annecy et Pau avec 8 points. 11e, Ajaccio avec 7 points. 12e, le Red Star avec 6 points. 13e, Laval avec 5 points. 14e, Clermont et Caen, 4 points. 16e, Rodez et Martigues avec 3 points. Et 3 et dernier avec 1 point au niveau des prochains matchs, parce que cette semaine, on a 2 journées de prévues, avec demain soir les matchs entre Metz et Martigues, donc un peu le duel des extrêmes, Clermont Red Star, Ajaccio Grenoble, Annecy 3, Dunkerque Bastia, Caen Amiens, Pau Lorient, le Paris FC qui recevra Guingamp et Rodez qui recevra Laval. Et vendredi, on aura Bastia Annecy, Grenoble Clermont, Martigues Dunkerque, Laval Pau FC, Lorient Ajaccio, Amiens Rodez. Samedi, on aura le derby, je peux dire ça comme ça, derby francilien entre le Red Star et le Paris FC. Samedi soir à 20h, on aura le match entre Troyes et Metz, et lundi prochain, le match entre Guingamp et Caen. Bah, lundi, du coup. Oui, lundi prochain, oui. Oui. Au niveau du champ, j'ai dû louper un truc. J'ai fait une blague de merde. T'as dit quand? Bah, lundi, du coup. Ah oui. Oui. Moi, j'ai rien dit, mais c'était easy, ça. Ça tombe que sur moi quand il y a ce genre de truc. Au niveau du championnat national, donc pareil, les matchs qui ont eu lieu vendredi entre Nîmes et Versailles, victoire de Nîmes 1-0. Dijon qui est allé s'imposer sur la pelouse de Nancy 1-0 également. Sochaux qui est allé s'imposer sur la pelouse de Bagne 1-0 aussi. 3 partout entre Valenciennes et Concarneau. Valenciennes quand même qui menait 3-0 au bout de 37 minutes. Concarneau qui est revenu à 3 partout avec notamment une égalisation sur penalty à la 99e minute. Bourg-Péronnas qui est allé s'imposer au Mans 2-1. Orléans et Villefranche-Beaujolais ont fait match nul 1 partout. Boulogne qui est allé s'imposer sur la pelouse de Paris 13 Atlético 1-0, et Rouen qui a battu Châteauroux 4-0. Les prochains matchs donc de cette journée, avec notamment jeudi Versailles-Valenciennes, vendredi Bourg-Péronnas Paris 13 Atlético, Concarneau Rouen, Villefranche Nîmes, Sochaux Orléans, Boulogne Nancy, Quevilly Le Mans et Dijon qui recevra Aubagne. Et au niveau du classement de ce championnat, c'est Boulogne qui est en tête avec 13 points. Deuxième, Nancy, Valenciennes et Concarneau avec 11 points. Cinquième, Orléans avec 10 points. Sixième, Aubagne et Bourg-Péronnas avec 8 points. Huitième et neuvième et dixième, c'est Sochaux, Dijon et Nîmes avec 7 points. 11e, Rouen, Versailles et Châteauroux avec 6 points. 14e, Le Mans avec 5 points. 15e, Quevilly avec 4 points. Et 16e et 17e, c'est Villefranche-Beaujolais et Paris 13 Atlético avec 3 points. Voilà pour le championnat de national. Et au niveau de, j'allais dire la Ligue 2, au niveau du National 2 plutôt, parler du match donc des Girondins. Avant de revenir sur le match, je crois que c'était mardi dernier qu'on est passé devant le tribunal de commerce donc à Bordeaux, et comme ça a été indiqué sans surprise, on peut continuer à jouer en National 2 parce que s'il y a eu les chiffres visiblement sont bons, et puis on a appris également mercredi dernier que enfin on pouvait rejouer au Matmut après les deux matchs à huis clos les deux matchs à huis clos. Par contre, avec des jauges à 6
à 6 000, 12 000 et 18 000 personnes, ça ira. Enfin, pour l'instant, ça n'ira pas plus haut, mais bon, on n'est pas à l'abri de voir des matchs à plus de 18 000 personnes. Par contre, du coup, on sera amené à rejouer possiblement à Saint-Germain, donc au Bouscat, sur plusieurs matchs, je ne sais pas. Sur un match, c'est quasiment sûr, c'est le match face à Blois, qui sera prévu, qui n'est pas prévu maintenant, mais qui est prévu au mois de mars 2025, parce que le Matmut est réquisitionné par le club de rugby, donc de l'Union Bordeaux-Bègles, qui recevra Toulouse ce soir-là. Donc, à moins de le décaler dans la semaine, on pourrait jouer là-bas, mais ça sera pas le samedi où le match de rugby est prévu. Pour parler du match, on recevait Châteaubriand donc le samedi en fin d'après-midi. Un match une nouvelle fois compliqué, comme tous les matchs tous les matchs qui ont été joués jusqu'à présent. Châteaubriand qui menait 2-0 assez logiquement, on va dire. C'est toujours une première mi-temps assez catastrophique du côté des Girondins. Au niveau de la deuxième mi-temps, et c'est là, je m'excuse encore en direct vis-à-vis de lui. Autant j'ai apprécié sa venue, autant sur la première mi-temps qu'il a joué, j'ai trouvé sa première mi-temps dégueulasse. Enfin, comme beaucoup de joueurs samedi. On a donc Andy Carroll qui a signé chez nous. J'arrive toujours pas à y croire personnellement de le voir chez nous, qui a signé visiblement pour le strict minimum comme on dit, mais il a signé pour un salaire d'environ 3 500 €. Parler de strict minimum pour un footballeur, oui, ça reste un salaire convenable pour un joueur de National 2. Donc voilà, Andy Carroll qui a fait du bien sur ce match, qui a permis donc aux Girondins de revenir à 2-1 à l'heure de jeu, et à 5 minutes de la fin qui a égalisé donc de la tête sur un corner. Donc voilà, on aurait pu gagner ce match comme on aurait pu le perdre. On se sort avec un 2-2, c'est bien, mais maintenant il va falloir accélérer. Toujours pas de victoire pour Bordeaux en National 2. Comme je disais, l'arrivée d'Andy Carroll notamment en début de semaine dernière. Donc voilà, ce que j'avais à dire sur les Girondins. Je sais pas si vous avez des questions sur ça. Moi, je trouve ça juste ouf, le nom de Andy Carroll, en connaissant le joueur, les équipes dont il a joué et tout, qui se retrouvent maintenant en National 2 à Bordeaux. C'est juste, même s'il a déjà 35 ans, et c'est quand même c'est juste incroyable. Franchement, c'est beau gosse pour Bordeaux, je trouve. Ouais, mais c'est ce que je disais. Andy Carroll, avec tout le palmarès. Tout le palmarès qu'il a eu, même toute sa carrière qu'il a eu, moi je le prends tous les jours, même en National 2. Bien sûr. Voilà, il va apporter beaucoup. Et rien que par la maturité, je pense, par l'expérience qu'il a connue dans des grands clubs. Je pense que quand tu es joueur de Bordeaux, tu te retrouves dans une situation où ton club il vit un moment très compliqué, il change carrément de division et il chute de division totalement, et t'as un mec comme ça qui rentre dans le vestiaire et qui peut te booster, je pense que c'est que un boost pour l'équipe, en fait, c'est que du positif. C'est exactement ça. Puis surtout ce qu'il disait à la fin du match, d'avoir vu enfin un match qui pouvait se jouer avec des supporters. On est quand même très loin du record de Strasbourg quand ils étaient à l'époque en CFA2, mais on a joué quand même devant un tout petit peu plus de 10 000 personnes.
quand il voit les supporters sauter, comme il dit, chanter, etc. Enfin, même pour parler de lui et surtout de tous les joueurs qui ont disputé ce match, alors que ce soit du côté des Girondins, parce qu'on a notamment le gardien remplaçant qui disait qu'il était à l'époque, qu'il avait pris sa carte d'adhérent avec les Ultramarines, se retrouver du coup sur le terrain devant eux, il a adoré. Même les joueurs de Châteaubriand ont quand même dit que c'était quand même quelque chose. T'es en National 2, tu joues devant 10 000 personnes, c'est cool quoi pour un footballeur amateur. Je pense qu'il a dû se faire déborder d'autographes, à mon avis, venant de la part des joueurs à la fin. Ça, je saurais pas te dire, mais ça ne m'étonnerait pas. Et puis on a également l'entraîneur de Châteaubriand qui a quand même un peu trop parlé cette semaine. Après, il a peut-être raison, hein, mais au niveau des sanctions qui ont été données à Bordeaux, plus de 100 millions d'euros de dettes, alors que quand tu es en National 2, tu as plus de 20 000 euros de dettes, tu es relégué ou tu as des points en moins. C'est vrai que on peut comprendre son point de vue. Maintenant, quand il dit également que sans Andy Carroll, son équipe gagnait ce match, ouais, peut-être. Mais bon, vous avez fait 2-2, donc... Et qu'est-ce qui ferait pour toi, Alexis, que depuis le début, là, en National 2, ils n'arrivent pas... Est-ce que c'est tout ce qui est sportif, c'est-à-dire dans le vestiaire, ou extra-sportif autour du club? Il y a un peu de tout, je pense. Le sportif, l'extra-sportif. Alors, au niveau du sportif, c'est des mecs qui se connaissent pas. Qui se connaissent pas. Ils commencent à se connaître. Hein. Ça fait peut-être un mois qu'ils sont ensemble. Non, je pense que ça va peut-être changer. L'effectif non plus n'est pas au complet parce qu'on a encore des joueurs qui sont arrivés blessés, mais qui ne jouent pas. C'est des joueurs que moi personnellement je connais qui vont apporter beaucoup aux Girondins. Maintenant, le fait d'avoir débuté cette saison après je crois que c'est 2 matchs de retard, c'est déjà ça, c'est compliqué. On avait vu notamment pour ce show où c'était compliqué, ils étaient dans la même situation. Ils avaient fait reporter 2 matchs à l'époque, ils avaient eu du mal à jouer cette saison. Mais voilà, moi personnellement, j'ai confiance. Non, j'espère que ça va vite arriver. Et puis voilà. Alors, je ne dis pas qu'on joue la montée en national, mais c'est vrai qu'on a 2 matchs en retard, ça peut aller très vite, mais ça serait fou de se dire qu'on joue la montée à l'heure actuelle. Je pense que déjà Bordeaux, ils ont le gros souci à gérer, c'est le cas Lopez. Déjà, je pense qu'une fois que ça sera bien géré, que tout sera au point, déjà, ça sera... Pourront voir sportivement vraiment où se focaliser sur le sportif. C'est ça, se focaliser dessus, quoi. Parce que mine de rien, je pense que dans tous les clubs, que ce soit en National 2, en Ligue 1 ou n'importe où, quand tu as des problèmes vraiment extra-sportifs, la direction, quand ça parle d'autre chose que du football en général, je pense que c'est compliqué, parce que dans le vestiaire, ils ressentent ça, les joueurs. Donc, et puis tu sais pas, quand tu es un joueur d'une équipe comme ça, tu sais pas où ton club va, tu sais pas où toi tu vas au sein de ton club. Tu sais pas si tu pourras être payé demain. C'est ça. C'est bête, mais facile, ça joue aussi. Et énormément. Ouais. Du coup, si vous avez plus de questions, si je peux enchaîner sur les autres résultats de cette 6e journée. Oui, tu peux. Ouais. On a donc Saumur qui est allé gagner sur la pelouse de Bourges 1-0. Un partout entre Dinan-Léon et Avranches. Granville qui a battu Saint-Brieuc 3-2.
Saint-Privé-Saint-Hilaire qui est allé s'imposer sur la pelouse du Port-et-Survie 1-0. Saint-Malo qui est allé s'imposer également sur la pelouse de Saint-Colomban-Locminé 2-1. Un partout entre Poitiers et Blois. Et vendredi, on a eu les derbies vendéens entre les Herbiers et La Roche-sur-Yon. 0-0 entre les deux équipes, et donc Bordeaux où il y a eu 2 buts partout. Au niveau du classement, s'il me le donne, merci. On a Saint-Privé-Saint-Hilaire qui est en tête avec 16 points. Deuxième, c'est Saint-Malo avec 14 points. Troisième, Blois avec 12 points. Quatrième, Saumur avec 11 points. Cinquième, Bourges et Avranches avec 8 points. Septième, Châteaubriand, Dinan-Léon, Saint-Colomban-Locminé avec 7 points. Dixième, les Herbiers avec 6 points. Poitiers, 11e avec 5 points, tout comme La Roche-sur-Yon, 5 points. Saint-Brieuc, 5 points également. Et au niveau des relégables, on a Grandville avec 4 points qui est 14e. Bordeaux qui est 15e avec 3 points et donc toujours 2 matchs en moins. Et 16e également, c'est le Port-et-Survie. Et au niveau de la prochaine journée, du coup, il n'y en a pas parce que le week-end prochain, on a le 4e tour de Coupe de France avec notamment l'entrée en liste des Girondins qui seront opposés au club de... Attends, que je le retrouve. C'est que je l'ai dans la tête, mais je veux pas l'écorcher. C'est le FC Seudre Océan, club de Charente-Maritime, qui fait partie de la ville, pour ceux qui connaissent, de la ville des Maths, donc en Charente-Maritime. Le match qui ne se jouera pas là-bas, mais qui sera sans doute à Royan ou dans un autre bourg, dont j'ai oublié le nom. Mais en tout cas, du côté du FC Seudre Océan, comme ils ont dit, ils sont extrêmement contents de recevoir les Girondins, même en National 2. Donc voilà, le match qui aura lieu samedi ou dimanche prochain, visiblement dimanche. Donc J'espère que voilà. J'espère que les Girondins vont mettre leur maillot pour affronter Océan. Excusez-moi. C'était facile. Et donc du coup, je l'ai pas la blague en fait, donc le maillot de bain Océan. Ah oui. Ouais, je sais. Désolé. Il est tard. Ouais. Désolé pour les auditeurs aussi. Au niveau du championnat, ça sera à partir du 4 octobre. On aura le match entre Avranches et Bourges. La Roche-sur-Yon qui recevra Grandville. Et samedi, Blois qui recevra Dinan-Léon. Châteaubriand qui recevra les Herbiers. Saint-Malo, le Port-et-Survie. Saint-Privé-Saint-Hilaire qui recevra Poitiers. Et Saint-Brieuc qui recevra Saint-Colomban-Locminé. Et pour terminer, donc toujours samedi, le match entre Saumur et Bordeaux. Ah, si, attends, j'avais zappé. Maintenant, j'ai l'habitude de le faire, de donner les classements, notamment en attendant, il me semble que la réserve des Girondins, qui est en National 3, a perdu ce week-end. Ils ont perdu 3 ou 4-0, il me semble. Donc voilà, les Girondins en National 3 qui sont toujours, il me semble qu'ils sont derniers. Et au niveau des leaders sur les autres groupes, dans le groupe A, c'est le podium, c'est Rumi-Vallière qui est en tête avec 12 points. Deuxième, Grasse et Jura Sud avec 11 points. Donc dans le groupe B, pas besoin de le redire puisqu'on en a parlé. Et dans le groupe C, c'était Fleury et Bobigny qui sont en tête avec 14 points. Et troisième, c'est Créteil avec 13 points. Voilà. Merci Alexis de ces informations. Et on peut donc bifurquer sur l'élite du football français.
donc la Ligue 1, qui nous La a... partie que Cyrus attend. Ah, pas que pour Marseille, il y a quand même eu plusieurs résultats quand même assez intéressants. C'est Enfin, vrai. un bon nombre de matchs nuls, mais quand même, il y a eu des résultats très très intéressants. Le premier, et je pense celui-ci, vous avez dû le voir, c'est Nice contre Saint-Étienne. Le Incroyable. carton le carton de ce début de saison avec le Bayern qui explose Zagreb de 9-2. Incroyable. Mais Nice qui découpe en morceaux Saint-Étienne 8-0. Nice qui menait déjà à la 39e minute 6-0. Donc, voilà, hein, c'est... Quelques buts de plus et toute l'équipe avait marqué, quoi. c'est entre parenthèses, mais vraiment, c'était... Nice qui a fêté, je crois, ses 120 ans, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'était une fête du côté de Nice, c'est ça, puisque c'est 1904, donc c'est ça, 120 ans, tout court. Et ça fait plus de 70 ans que Saint-Etienne n'avait pas subi une humiliation pareille. C'est ça. 8-0. Et pourtant, ils en ont pris des branlées ces dernières années. Hein. Ouais, mais là, c'était vraiment... ce qu'ils ont pris, c'était extraordinairement... J'ai pas vu le match, mais je me demande si le stade ne s'est pas éteint à la fin du match. C'était à Nice pour le coup, donc. Il s'est bien allumé, quoi. Mais les supporters stéphanois sont partis dès la mi-temps. Ah ouais, c'était bien la peine de croquer la place du FCMS au barrage. Hein. Bon, après, on va pas leur en vouloir aux supporters. Enfin, ton équipe elle manque 6-0, on est à la 40e minute. Voilà, c'est normal. Hein. Il y a moyen que j'attende pas une remontada. Voilà, je peux concevoir que ils soient assez énervés et qu'ils décident de partir. Voilà, le carton pour l'instant de la saison. Bon, après, on est qu'à la 5e journée, mais bon, c'est pour l'instant, ça, sauf miracle, ça risque d'être l'un des plus gros cartons de cette saison, déjà en Ligue 1, ensuite en Europe, faudra voir. Le Lille-Strasbourg aussi, assez ouf en termes de but et surtout de story, puisque Lille menait 2-0, puis s'est fait rattraper et à la mi-temps il y avait déjà 2-2. Ça s'est fait en 12. Ce qui est quand même assez fou, c'est que Lille a mis ses 2 buts sous un intervalle de 12 minutes, là où Lille va se faire égaliser dans un intervalle également de 12 minutes. 12 minutes. C'est ça, exactement. 30-42 et 15-27. Mais Lille va également... non, pardon, c'est Strasbourg après qui va mener à la marque à la 66e minute. Et un penalty de Jonathan David va leur permettre de pouvoir égaliser. Mais ouais, c'était un match assez spectaculaire, assez bizarre mais assez spectaculaire entre Lille et Strasbourg. On aime bien c'est ça, les matchs comme ça. Des scénarios un peu foufou et ouais, c'était pas mal. C'était vraiment, vraiment, vraiment pas mal. On sait bien, c'était un beau match. Franchement, c'était un très, très beau match à voir. Monaco qui... tout roule pour eux, hein. Tout roule pour Monaco, franchement. Début de saison quasi parfait. Bon, il y a eu un accro contre Lens, ils ont fait match nul, mais sinon, à part ça, tout roule. Victoire 3-1 contre le Havre. Ils ont concédé l'égalisation après avoir rapidement mené au score, mais sinon, ils se sont remis à l'endroit et ont fait le taf au courant de la seconde mi-temps, où l'entrant Ben Seguir, qui est rentré à la mi-temps, a marqué le deuxième but. Balogun, qui, je pense, ça lui a dû lui faire du bien de marquer son premier but en championnat cette saison, lui qui court après une efficacité perdue depuis son transfert à Monaco, mais ça lui a dû lui faire du bien ce but-là. Monaco qui continue sa marche en avant, toujours très bien placé au classement, enfin co-leader, puisqu'il y a 3 clubs en Ligue 1 qui ont le même nombre de points, mais ça se joue à la différence de but, et à ce jeu-là, Paris est le meilleur. Paris qui a donc trébuché puisqu'il a fait match nul contre Reims 1-1. Ouais.
Rennes qui fait match nul contre Lens. D'ailleurs, Reims, ils ont perdu un joueur pour 8 mois. Je sais pas si vous avez vu, Kadra, le international allemand. Il s'est fait les ligaments du genou, il sera absent entre 6 et 8 mois. Ah, ça, je savais pas. Reda Kadra. Oui, c'est vrai qu'il est sorti à la 78e minute, mais je ne savais pas que. Je n'avais pas vu Le l'info. diagnostic est tombé, c'est ligament des genoux antérieurs, et il sera absent donc entre 6 et 8 mois. Donc fin de championnat, je pense, pour lui. Oui, normalement, fin de championnat pour lui. Ce serait inutile de le faire jouer à la toute fin de saison, sachant qu'il n'aura pas retrouvé pleine capacité. Mieux vaut pour lui qu'il revienne la saison coup dur prochaine. pour Reims. Oui, coup dur pour le coup, pour Reims, en effet. Et malheureusement, c'est pas le premier. C'est pas le premier Allemand qui se fait une grave blessure. Son compère au Barça aussi s'est fait une énorme blessure. Exact. Donc, voilà. Mais bon, pas la même incidence puisque en Espagne, c'est le titulaire au poste de gardien en Allemagne. Donc, bon, heureusement que l'Allemagne a quand même d'autres très bons gardiens. Mais bon, pour lui, c'est d'autres jokers. C'est quand même dommage, surtout qu'il vient à peine de récupérer le poste après la retraite de l'immense Neuer. Mais ouais. voilà. Montpellier qui ouvre enfin son compteur en gagnant contre Auxerre. Angers qui fait match nul contre Nantes. Brest qui gagne contre Toulouse, qui clôture sa semaine, sa belle semaine après sa victoire contre Sturm Graz en Ligue des Champions par une autre victoire contre Toulouse. Donc c'est bien pour Brest qui capitalise sur sa victoire en Ligue des Champions. Parfois, on le disait, les matchs d'Europe peuvent permettre de pouvoir créer quelque chose, créer une petite dynamique, et c'est bien que là, du moins, Brest a pu capitaliser sur sa victoire en Europe pour pouvoir également gagner en championnat. Et ensuite, le Lyon-Marseille, qui a été voilà, un très, très, très beau match. Incroyable. C'est ça, par sa finalité, enfin son déroulé global, parce qu'en fait, il n'y a pas eu que la fin quand même à retenir. Lyon qui a joué pendant plus de 85 minutes à 11 contre 10 suite à une expulsion très rapide de la part de Balerdi, qui pour moi, le deuxième carton jaune aurait normalement dû être, mais après je ne sais pas si c'est possible d'annuler un carton jaune s'il y a une erreur manifeste. Mais il me semble que c'est possible, s'il y a une erreur manifeste de la VAR, de pouvoir empêcher un carton rouge. Mais je crois que là, si c'est un carton jaune, je ne sais pas si c'est possible de pouvoir le faire. Mais pour moi, mais bon, ça a aussi été quand même confirmé après ralenti par les commentateurs de chez DAZN, il n'y avait pas faute de Balerdi. Enfin, il n'y avait pas faute de Balerdi sur Lacazette, et même s'il y avait faute, je ne pense pas que la faute est suffisamment grosse pour accorder un second carton jaune aussitôt dans le match. Je pense qu'il y a quand même... Enfin, s'il y avait faute, parce que pour moi, il n'y a pas du tout faute. Alors, c'est quand... Alors, il n'y a pas faute dans le sens où le début de l'action, c'est bien Lacazette qui tient le maillot de Balerdi, qui derrière va malicieusement créer une faute du défenseur. Mais sur principe, pour moi, il n'y a pas faute, puisque c'est lui, en fait, qui crée la situation de A à Z, parce que c'est lui qui tient le maillot du joueur. Il ne crée pas une situation où le défenseur faute. Il crée la faute, mais à vitesse réelle, il est vrai que un œil normal voit, il se dit, mais Balerdi est stupide, pourquoi il fait faute alors qu'il vient d'avoir, il y a même pas quelques minutes, un premier carton jaune. Enfin, c'est débile, il veut le rouge ou quoi. Sauf que s'il y a un instrument visuel qui se nomme la VAR, logiquement, tu as la possibilité de pouvoir revoir l'action, et ça, c'est voyant, c'est criant en fait que Lacazette tient Balerdi au tout début de l'action. Donc c'est lui en fait qui crée la première situation qui, à la fin, mène à une faute.
mais c'est lui qui crée la situation, c'est lui qui crée en fait, qui crée ça. C'est pas Balerdi qui fait en sorte, c'est pas lui qui, Qui va chercher qui la va faute. qui va chercher l'erreur de Balerdi et Balerdi va faire faute. Non, c'est lui qui crée la situation en tenant Balerdi, etc. Puis malicieusement va plutôt se laisser tomber et faire en sorte qu'il y ait derrière provocation d'une faute et deuxième carton jaune de Balerdi. Et quand même, respect aux Lyonnais de tenir à 10 dès la 5e minute jusqu'à la fin de match. Franchement, pour un match comme ça, c'est impressionnant. C'est l'OM qui a été à 10. L'OM, pardon, l'OM. Ouais, c'est vrai. C'est surtout que c'est le meilleur défenseur de l'OM qui est du coup out pour 90% du match. D'ailleurs, j'espère quand même que pour le coup, il va y avoir une annulation. Bon, après, c'est vrai, vu ce qu'a dit Benassia, je ne sais pas. Bon, il va être convoqué, il va être convoqué, ça a été acté, mais j'espère quand même qu'il y aura l'annulation du deuxième carton jaune parce que pour le coup, oui, il y a une erreur manifeste qui n'a pas été corrigée. Il n'y a pas faute sur Balerdi. Est-ce que c'est possible ça qu'il fasse ça une fois que le match est plié et tout Ben, il peut y avoir des annulations de carton. Alors, sur le carton jaune, je ne te mens pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il y a eu des cartons rouges et qu'il s'avère qu'il y a une faute parce qu'il y a une commission, etc., et qu'il voit qu'il y a une faute, qu'il y a une erreur, ben oui, le rouge peut être éventuellement annulé, ou du moins la sanction découlant du carton rouge, par exemple une expulsion le fait qu'il soit suspendu un match, peut être levé. Ça, c'est possible. C'est rare, mais je crois que ça s'est déjà vu l'année dernière. Après, faut réussir à, je crois, plaider la cause. Mais sur le principe, surtout, il faut pas que le staff la ramène et tout. Il faut qu'il se fasse petit pour essayer de gratter ça, quoi. C'est ça. Et comme je te l'ai dit, Benassia, lui, en fin de match, ben, il a quand même tiré à boulet rouge sur l'arbitre. En fait, une partie de son discours est en soi vraie dans le sens où, en effet, quand tu vois à vitesse, il le dit, tu vois à vitesse réelle, tu te dis Balerdi tu te dis oui, il y a faute et Balerdi est du coup débile. Mais par contre, quand tu revois le ralenti et il y a un outil qui permet de pouvoir revoir le ralenti, logiquement, il y aurait dû avoir des jugements, enfin l'arbitre. Bien sûr. Enfin, au moins en soi, il y aurait dû avoir la consultation de la VAR pour que l'arbitre soit sûr à 100% de son geste. Et si par contre la VAR a vu l'action et n'a rien dit à l'arbitre en mode ben non, t'as raison, là par contre c'est grave. Parce que ça veut vraiment dire qu'il y a des idiots à la VAR, clairement. Parce que pour le coup, c'est pas caché. Tu le vois très bien en regardant les images au ralenti que Lacazette tient d'abord Balerdi. Que donc en premier lieu, s'il y a une faute, il y a une faute d'abord de Lacazette qui va empêcher. On a déjà parlé plusieurs fois de la VAR et tout sur les podcasts. Franchement, on sait que c'est pas 100%. Tu vois, il y a des choix qui sont bien discutables quand même. Hein. Malgré qu'il y ait la VAR et que tu puisses justement modifier ce que tu as vu en temps réel en regardant Enfin, ce qui normalement, si c'est bien utilisé, tu te dis c'est magnifique, tu vois. C'est ça. Mais parfois, c'est un peu compliqué. Après, c'est vrai que sur des images, je peux concevoir l'erreur ou qu'il puisse y avoir une part d'imprévisibilité dans une interprétation de la main. Puisque c'est vrai que les mains, c'est vraiment sujet à interprétation. Mais quelqu'un qui te tire le maillot, il n'y a pas d'interprétation. Il te tire le maillot. Enfin, bien sûr. C'est élémentaire. Maillot bouge, maillot tiré. Enfin, on peut pas... Ah, du coup, Alexis, oui. Dis-nous tout. J'ai donc oui la réponse pour la possible annulation et du coup c'est même très récent. Enfin, j'ai pas cherché plus loin, mais pas plus tard que la semaine dernière lors de Marseille-Nice, le défenseur donc Derek Cornelius qui a été exclu après un deuxième jaune visiblement. Alors je sais pas si ça a été fait, mais il est possible. Enfin, l'OM a cherché à faire annuler ce deuxième carton jaune. Donc il est possible de pouvoir faire annuler ce carton. Surtout qu'il avait été extrêmement sévère. Je me rappelle ce deuxième carton jaune. C'est vrai que je m'en souviens. Mais ok, d'accord. Merci pour l'info. Bah, du coup, c'est après bon à voir si ça va être le cas, mais bon. C'est bon à savoir que c'est
possible de pouvoir le faire. Et pour pouvoir parler de ce match, l'OM qui a été pendant plus de 85 minutes à 10 contre 11, a fait mieux que a quand même souffert, hein. En soi a quand même souffert, bien évidemment, c'est logique puisque étant à un joueur de moins. Lyon aurait pu ouvrir la marque à la fin de la première mi-temps, mais Lacazette a raté son penalty, arrêt de Rouli. C'est vrai que, oui, voilà, parce que retenir la victoire c'est une chose, mais voilà, faut aussi parler d'une nouveauté, c'est que on n'avait pas trop l'habitude ces dernières saisons qu'un gardien arrête des penalties à l'OM, voilà, hein, donc bon, cette fois-ci c'est un peu plus... Rouli semble être meilleur que ses prédécesseurs, que ce soit Mandanda ou Paolo Lopez. Bon, attention, Mandanda, je ne le critiquerai pas. C'est un très grand homme, du coup, pour l'OM, un très grand joueur. Et Paolo Lopez, il a rendu de très bons services également. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, Rouli a cette capacité à être très bon également dans les pénaltys. Et un gardien qui est bon au pénalty, c'est rassurant, très rassurant, et ça booste. Et donc voilà, le Lyon qui aurait pu prendre l'avantage à ce moment-là ne l'a pas pris, et donc 0-0 à la mi-temps. Bien sûr, tout va se faire en seconde mi-temps. Premier but lyonnais de la part de l'ex-Olympien, parce que sinon c'est pas très drôle, hein. Double Kaleta-Char. Voilà, Kaleta-Char qui a donc marqué, fait un petit cœur lorsqu'il a marqué. Égalisation de la part d'un joueur qui devait être lofté, plus être là sur le principe, Lirola. Lirola qui va marquer et donc répondre au cœur, à la célébration de Kaleta-Char en la mimant. Est-ce qu'on peut dire que Lirola est rela? Il s'est relancé déjà, ça c'est sûr. Mais oui, il est rela en effet clairement. Donc Lirola qui passe de buteur à passeur décisif. Et donc c'est notre... je ne sais pas si c'est notre prince ou notre roi grec, monsieur Ulysse, qui va égaliser... qui va donner l'avantage à l'OM. Qui va donner l'avantage à l'OM à la 82e minute. Lui qui était rentré il y a un peu moins de 20 minutes d'ailleurs au passage. Et Cherki en fin de match, sur un beau mouvement d'ailleurs, et il est assez beau dans sa conception, dans le sens où c'est vraiment l'instinct d'attaquant qui va couper la balle au premier poteau, va égaliser pour lui qui venait d'entrer 10 minutes plus tôt, va égaliser pour Lyon, pensant donc assurer le nul, mais sur l'action incroyable. Suivante, incroyable. Jonathan Rowe va donner l'avantage à l'OM sur un très beau but d'ailleurs au passage, très beau but, et donc va sceller la victoire de l'OM 3-2. Un match de fou, franchement. De fou, c'est ça exactement. Vraiment le mot climatisation prend tout son sens. Là où Cherki pensait empêcher l'OM de gagner, directement ils prennent un but et finalement ils perdent bien le match. Mopai qui a sorti une photo qui a fait le tour des réseaux sociaux où il boit de l'eau, une eau, des bouteilles d'eau de l'Olympique Lyonnais, et lui la boit. Vous comprenez directement le sens, hein, il a bu, l'OM a bu Lyon et ça a fait le tour des réseaux. Et mais ce qui est le plus ouf, c'est rester à 10 depuis le début du match. Quoi. Tu te dis jamais les mecs ils vont faire un scénario comme ça. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, à ce propos, Cherki, je pense, il parle vraiment pour le coup, il se lâche, mais tout dans le respect, bien évidemment, avec le respect toujours, mais je pense que vraiment là, pour le coup, il se lâche quand même un peu en disant que voilà, que c'est inacceptable
qu'à 10 contre 11, on doit vraiment les enfoncer. Bon, après, Rouli a fait un très très beau match aussi, attention. Mais qu'à 10 contre 11, ils doivent gagner tous les jours ce match-là. C'est absolument pas normal et c'est honteux de perdre comme cela, d'avoir une stratégie plutôt défensive alors que tu es en supériorité numérique pendant, on peut le dire, tout le match. Parce que bon, à 5e minute, voilà, c'est tout début du match. Mais sur tout le match, tu as été en supériorité numérique, tu n'as pas été foutu de gagner le match. Et que donc, c'est pas normal, c'est honteux. Et donc, non, là, va falloir vraiment se remettre en question parce que ça ne va pas. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment une défaite qui leur fait mal pour le coup. Et, ben, de toute façon, le début de saison de Lyon est mauvais, hein, très mauvais. Une victoire, un nul, 3 défaites. Défaite contre Rennes, défaite contre Monaco, défaite contre l'OM. Leur seule victoire, c'est une victoire au forceps contre Strasbourg, où ils ont été jusqu'à mener 3-1 et après ils ont réussi à retourner cela. Mais contre Lens, c'est également un match nul. Donc contre des équipes, hormis Strasbourg, entre parenthèses, des adversaires aux places européennes, pour l'instant, ben, ça donne un point en 4 matchs. Et en plus, bon, contre Monaco, ils étaient à 11 contre 10, mais bon, Monaco a pris son. Monaco, c'est vraiment à la toute fin de match qu'il y a eu le double carton jaune, hein, du petit Lamine Camara, l'ex-Messin. Mais contre l'OM, ça fait vraiment, je pense, plus mal pour eux parce qu'ils étaient en supériorité numérique pendant tout le match. Et que donc, et se prendre un but aussi à la 95e minute, ça fait le scénario du match, etc., fait que voilà, ça fait mal, je pense, psychologiquement pour les Lyonnais, mais ça traduit d'un début de saison globalement raté de la part de Lyon. On dirait un peu les vestiges de la saison dernière, voilà. Mais oui, il va falloir qu'ils se remettent très très vite à l'endroit. Clairement, il va falloir qu'ils se remettent très très vite à l'endroit parce que euh, c'est pas. Là, ils sont très très loin de leurs ambitions. Ils sont pas du tout bien classés au classement et on est loin de ce que Textor prévoyait pour cette équipe-là. On est très 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 loin. Ce qui donne au classement donc un PSG, Marseille et Monaco, comme il est indiqué, puisqu'il y a 3 équipes qui sont co-leaders, les 3 à 13 points, mais une différence de but de plus 13 pour le PSG, plus 9 pour Marseille, et plus 8 seulement entre parenthèses pour Monaco, ce qui fait que PSG premier, Marseille deuxième, Monaco troisième. Lens est 4e avec 9 points, Nantes 5e, Reims 6e. Les deux avec 8 points, mais Nantes a une meilleure différence de but que Reims. Nice, Rennes, Lille avec 7 points. Strasbourg, Brest, Le Havre avec 6 points. Toulouse 13e avec 5 points. Lyon et Montpellier avec 4 points. Auxerre, premier non relégable. Saint-Etienne, pire défense de Ligue 1. Pire défense de Ligue 1 avec Montpellier 15 points, avec 15 buts encaissés, mais pire attaque de Ligue 1 avec un seul but marqué en 5 matchs. Et donc Saint-Etienne est premier relégable avec 3 points. Et donc Angers qui n'a toujours pas gagné, mais qui a marqué plus de buts que Saint-Etienne, est dernier avec 2 points. Je sais pas si vous avez vu aussi, je reviens une seconde sur Lyon, mais il paraît qu'il prévoit un plan de licenciement là, qui va beaucoup impacter le club. C'est ça. Par rapport au fait que le club a accumulé énormément de pertes. Apparemment que les pertes de ces 3 dernières années sont équivalentes. À cause de la non-qualification en Champions. C'est ça, sont équivalentes aux pertes du club, je crois, depuis sa création, ou du moins depuis très très longtemps. Ouais, c'est ça, depuis sa création. N'a jamais autant perdu d'argent, et là, ben, c'est très compliqué suite aux multiplications de saisons sans Ligue des Champions. Donc ça crée des grosses pertes, et donc là, oui, il y a une énorme somme perdue. Et donc, je pense que cette fois-ci, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et donc le lendemain, on parlera de ce qui s'est passé en Espagne et également en Angleterre. Eh ben, ça me va.
Sur ce, bonne soirée à tous et à demain.